Bonjour, mon nom est Jonathan Durand-Folco, je suis professeur à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère à l'Université de Saint-Paul et aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence qui a pour titre L'innovation sociale comme champ de bataille. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter comment le concept de champ dans les études sociologiques et critiques permettent de réinterpréter le concept d'innovation sociale, non pas en tant que chose ou processus, mais vraiment comme une forme d'espace d'interaction sociale où plusieurs acteurs vont tenter de produire des choses avec un ensemble de règles, de normes qui vont réguler leur conduite. Pour ce faire, je vais passer par diverses théories sociologiques, dont celle de Pierre Bourdieu, pour ensuite passer à la perspective néo-institutionnelle qui met l'accent sur les dynamiques d'imitation, d'isomorphisme et de légitimité, pour ensuite aborder brièvement la question du champ d'action stratégique de Flickstein et de McAdam, qui vont apporter des nuances supplémentaires au concept de champ, pour ensuite atterrir à nouveau sur le champ des innovations sociales pour voir comment ça peut être appliqué pour interpréter cet espace d'interaction entre plusieurs acteurs de changement. Pour ce faire, donc, la théorie de Pierre Bourdieu, d'après lui, comment peut être interprété le concept de champ? Il s'agit d'un espace intermédiaire qui n'est pas un espace macro-social, comme par exemple le système économique dans son ensemble, ni non plus un espace micro-social d'interaction entre individus, c'est plutôt un espace intermédiaire doté de propres règles qui permettent à différents acteurs d'interagir ensemble. Dans cet espace de lutte, il y a des rivalités de la compétition pour acquérir une forme de capital spécifique. Ça peut être un capital économique, social, culturel ou autre. Dans cet espace, dans ce champ, il y a plusieurs acteurs qui peuvent être des individus ou diverses organisations qui sont inégalement dotés en capital. Il y a par exemple des acteurs prépondérants, dominants, d'autres qui sont dominés, des acteurs qui sont déjà établis, d'autres qui viennent arriver dans un champ avec des nouvelles aspirations et qui doivent se confronter à une certaine orthodoxie au sein de ce champ. Les différents acteurs vont avoir des stratégies différentes en fonction de leur position relative dans le champ et ils vont tous avoir, malgré cette dynamique de concurrence, de rivalité, un intérêt commun à reproduire le champ, à le perpétuer et à coopérer ensemble malgré leur rivalité. Deux autres concepts importants dans la sociologie de Pierre Bourdieu est le concept d'illusio, qui est une forme d'adhésion fondamentale à l'enjeu central d'un champ. Par exemple, dans le cas des innovations sociales, on peut dire que tous les gens qui participent à ce champ ont une forme d'adhésion, de croyance spontanée au fait que ça va participer au changement social ou que ça va pouvoir maximiser l'impact social qui vont pouvoir résoudre des grands problèmes de société. Donc, cette illusio, c'est en quelque sorte cette adhésion à cet enjeu du champ. Ensuite, il va y avoir le concept d'habitus, qui sont l'ensemble des structures sociales qui vont être incorporées dans des dispositions à agir, à sentir au sein des individus qui vont leur permettre de bien fonctionner au sein d'un champ. Donc, ces différentes formes, on pourrait dire, de conduite, de schémas de perception, d'action qui vont permettre à des acteurs de bien se débrouiller dans ce champ. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans la conceptualisation de cet espace. Autre élément important, la théorie de Pierre Bourdieu, comme vous le savez sans doute, porte un certain intérêt à la notion de capital qui peut se décliner sous différentes formes. Il y a le capital économique en termes de ressources monétaires, actifs, qui permettent d'acquérir, d'acheter des choses, faire des investissements, mais il y a aussi le capital social, par exemple, qui est l'ensemble des réseaux de contacts qui nous permettent de saisir diverses opportunités et de pouvoir mobiliser des gens à travers ça. Il y a le capital culturel également, à travers des savoirs, diplômes, compétences. Dans le monde des innovations sociales, il y a toutes ces diverses formes de capital qui sont en jeu, qui cherchent à être accumulées en quelque sorte pour réaliser des projets. Ils sont tous importants à différents niveaux, mais il y a aussi des formes propres de capital que j'aimerais amener un peu plus tard par la suite. Autre élément, donc je voudrais maintenant passer à la théorie qu'on peut appeler néo-institutionnelle, qui a été entre autres élaborée par DiMaggio et Powell, qui aborde les questions d'isomorphisme institutionnel. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le questionnement de savoir pourquoi diverses organisations finissent par se ressembler avec le temps quand elles évoluent dans un même espace d'interaction. Pour ce faire, en fait, il y a différents mécanismes qu'il faut prendre en compte, dont, entre autres, les facteurs institutionnels, qui peuvent être les règles, les normes, les institutions, qui permettent de circonscrire un certain espace où diverses organisations vont adopter des conduites similaires, que ce soit par des dynamiques d'imitation ou que ce soit aussi par la tentative d'acquérir une certaine forme de légitimité au sein de ce champ.
Donc, la légitimité qui est construite par des normes, des règles, des institutions, c'est ce qui permet de définir ce qui est acceptable ou non, les divers acteurs qui vont être reconnus comme étant compétents, légitimes au sein d'un champ, et c'est ce qui va permettre de faciliter les interactions sociales dans cet espace. Les phénomènes de dynamique d'isomorphisme institutionnel qui font en sorte que diverses organisations et acteurs tendent à se ressembler sont causés par plusieurs choses. D'une part, il y a la forme coercitive qui est amenée par le fait que certaines lois, règles et normes, on pourrait dire comme par exemple les structures de financement des projets d'innovation sociale, vont en quelque sorte contraindre les différents acteurs à se conformer à des codes pour être capables de bien performer dans ce champ. Il va y avoir aussi des formes de mimétisme qui vont faire en sorte que plusieurs acteurs, dans un espace où il y a une forme d'incertitude, par exemple, par rapport à la signification exacte du concept d'innovation sociale, va favoriser en fait peut-être la circulation de buzzwords, de normes, pratiques, discours, outils, où les différents acteurs vont adopter diverses bonnes pratiques qu'ils vont observer chez d'autres acteurs qui font partie d'un même champ pour être capables d'acquérir une forme de légitimité. Il va y avoir ensuite ce qu'on appelle l'isomorphisme normatif, donc qui est basé sur la diffusion, en fait, de normes par le biais d'experts et de professionnels qui vont, en quelque sorte, occuper ce champ et qui vont diffuser différents outils, pratiques, discours. Dans le cas des innovations sociales, on pourrait penser, par exemple, à toute, en fait, la multiplication des différentes organisations d'accompagnement, de consultation des professionnels experts, coachs, animateurs qui vont favoriser la circulation de normes discours qui vont en quelque sorte façonner la structure de ce champ. Donc, maintenant, j'aimerais passer à la troisième partie sur le concept de champ d'action stratégique qui a été élaboré par Flickstein et McAdam. Donc, dans leur livre qui porte sur cette question, ils vont dire qu'il faut non seulement insister sur les dynamiques de compétition, de rivalité, mais aussi sur l'importance de la coopération au sein des champs. Pourquoi? Parce que les différents acteurs ne vont pas être uniquement mus par leur intérêt personnel ou par la tentative d'accumuler certains bénéfices capital comme chez Pierre Bourdieu, mais ils vont aussi vouloir interagir ensemble à cause de ce qu'eux appellent la fonction existentielle du social, c'est-à-dire le fait qu'on va agir pour appartenir à un groupe, pour faire sens de nos différentes actions et vouloir faire une différence dans le monde. Donc, ça va jouer un rôle existentiel et cette façon de coopérer ensemble va avoir une très grande importance dans le monde des innovations sociales. Ensuite, autre élément important à prendre en compte, la théorie du champ d'action stratégique de McAdam et de Flickstein va mettre l'accent sur les relations complexes entre différents champs, alors que la théorie de Pierre Bourdieu et la théorie néo-institutionnelle mettent l'accent sur un seul champ à la fois. Eux vont dire que l'imbrication des champs les uns dans les autres va avoir une influence sur leur évolution, sur leur dynamique et sur la diffusion de normes pratiques et de stratégies qui vont faire évoluer ces champs. Donc, la troisième dimension que je le mets de l'avant, c'est l'idée que les champs ne sont pas uniquement des espaces clos qui se reproduisent sur eux-mêmes, ce sont en fait des espaces évolutifs dans lesquels différents acteurs vont adopter des stratégies qui vont remettre en question aussi parfois les règles du champ pour le faire évoluer. Donc, c'est une vision complémentaire qui permet d'amener des nuances par rapport à la théorie de Pierre Bourdieu et les théories néo-institutionnelles qui vont insister en quelque sorte sur la reproduction du champ. Donc, les champs, évidemment, se reproduisent, mais ils vont avoir tendance à évoluer par le jeu des différents acteurs. Comment ça peut être appliqué dans le cas des innovations sociales de façon plus concrète? J'aimerais dire d'abord que je m'inspire ici de certaines hypothèses amenées par le professeur au HEC de Montréal dans le département de management qui s'appelle Yves-Marie Abraham, qui a élaboré dans le cadre de son cours l'idée que les innovations sociales peuvent être conceptualisées à partir du concept de champ chez Pierre Bourdieu. Donc, je m'inspire de lui, mais j'aimerais aller un peu plus loin. Ce qu'il va dire, c'est qui sont les différents agents qui occupent ce champ. Ce sont, on pourrait dire, des acteurs de changement que sont des individus, entrepreneurs sociaux, des coopératives, OBNL, comités citoyens qui font des projets qui visent à avoir un impact positif sur le monde. Mais en fait, pourquoi les gens font ça? L'hypothèse inspirée d'Yves-Marie Abraham et de Pierre Bourdieu, c'est de dire qu'ils vont rechercher une forme de capital spécifique. Et ce capital va être le capital d'utilité sociale ou de bienfaisance qui vont permettre à ces différents acteurs de changement d'acquérir une forme de légitimité dans ce champ. Et là, pourquoi est-ce que les gens vont faire des projets d'innovation sociale? Ce n'est pas uniquement pour faire le bien, contribuer à l'intérêt général, mais c'est pour reproduire le champ et pour améliorer leur position relative au sein de cet espace. Donc, on peut voir ici qu'il y a une vision peut-être un peu plus cynique où on voit que les gens qui participent au changement social, même s'ils croient
activement à cette illusion de changement social peuvent, dans les faits, reproduire en quelque sorte un champ, un espace d'interaction qui est imbriqué dans des normes et dans des quêtes de pouvoir. Il va y avoir divers bénéficiaires dans ce champ qui vont être les groupes sociaux défavorisés d'une part, mais il va y avoir aussi des bénéficiaires comme les porteurs de projets, les entrepreneurs sociaux qui vont accumuler légitimité, ressources, capital d'utilité sociale, les différents bailleurs de fonds, que ce soit des fondations, que ce soit des gouvernements, investisseurs privés ou autres, les gouvernements qui vont pouvoir réduire, par exemple, leurs dépenses sociales parce qu'il y a des entrepreneurs sociaux qui font bien leur travail. Donc, en fait, le champ, on doit le comprendre comme étant un espace d'interaction où plusieurs gens vont bénéficier de ces différentes interactions. Est-ce que c'est une vision qui est un peu trop cynique, basée sur la compétition, la recherche de l'intérêt personnel ou autre chose? Ce que j'aimerais amener ici de façon complémentaire, c'est de dire oui, mais il y a d'autres dimensions qu'on peut amener avec la compréhension de la théorie néo-institutionnelle et de celle de Flickstein et de McAdam. Pour comprendre ça, je pense qu'il faut conceptualiser trois niveaux. Au niveau micro-social, on peut voir différents acteurs de changement que sont entrepreneurs sociaux, citoyens, OBNL et tout ça, où se passent diverses interactions interpersonnelles, la concrétisation de projets et diverses stratégies qu'on peut observer au sein des organisations et entre les différents acteurs. Ces différents acteurs évoluent dans un champ d'innovation sociale qui est composé d'organisations, d'unités de gouvernance, de normes et de cadres d'interprétation. Ensuite, à un niveau plus large, on peut voir l'ordre social comme étant imbriqué dans un système économique, des systèmes de pression, des représentations culturelles plus larges. Donc, on peut voir ici avec cette analyse multiniveau qu'il y a différentes choses qui se passent. Ensuite, peut-être pour conclure cet élément-là, j'aimerais dire que différents niveaux qu'on peut observer avec une théorie des champs. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait jusqu'à maintenant dans mes recherches, mais qui pourrait conduire à des recherches empiriques plus concrètes pour être capable d'identifier quels sont les enjeux centraux au sein d'un champ. Quelle est l'illusion qui anime cet espace? Quels sont les divers acteurs qui peuplent ce champ? Quelles sont les formes de capital, donc les diverses ressources qui permettent aux acteurs du champ d'innovation sociale d'interagir les uns avec les autres? On pourrait par la suite étudier les normes, les différents habitus portés par les acteurs de changement, les positions et relations de pouvoir entre ces divers acteurs au sein du champ, des cadres d'interprétation, des paradoxes, des unités de gouvernance et des relations interchamps. Donc, je ne peux pas élaborer tous ces ensembles-là dans le cadre de cette présentation, mais c'est des éléments qu'on pourrait amener pour explorer de façon plus critique le fonctionnement du champ des innovations sociales. Donc, j'aimerais finir ici avec une dernière diapositive pour vous montrer que le champ des innovations sociales n'est pas un champ qui évolue en vase clos. Il est imbriqué dans d'autres champs connexes comme l'économie sociale, la philanthropie, le milieu communautaire, les mouvements sociaux, qui ont tous leur spécificité, leur propre logique. Et les innovations sociales sont en quelque sorte au carrefour de ces différents espaces. Donc, je vais conclure ma présentation ici en vous remerciant beaucoup et j'espère qu'on va pouvoir avoir une belle discussion ensemble. Au revoir.